Passons au mouvement circulaire uniforme, le MCU. Donc, c'est le mouvement d'un objet qui tourne sur une trajectoire qui est circulaire. Donc, j'ai un beau cercle ici, j'ai le centre, et je vais avoir un objet qui tourne. Mon objet se trouve ici. Donc, je pourrais définir sa vitesse. La particularité du mouvement circulaire uniforme, c'est qu'il est uniforme. Uniforme en quoi? Au niveau du module de sa vitesse. Mon objet tourne avec un module de vitesse qui est constant. Donc, si je suis ici au temps initial, mais je vais me retrouver un petit peu plus loin dans un temps ultérieur, mais mon module de vitesse n'aura pas changé. Donc, je devrais avoir deux vecteurs de même longueur ici. Le module de la vitesse est le même, mais le piège là-dedans, la vitesse n'est pas la même. Okay? Je ne sais pas si je semble me contredire. Le module de la vitesse est le même, mais les vitesses ne sont pas les mêmes. Okay? Un vecteur possède une norme et une direction. Donc, ce n'est pas parce que deux vecteurs ont la même norme qu'ils sont égaux. Ils doivent avoir la même direction. Mais là, vous voyez clairement ici qu'entre TI et TF, même si mes vecteurs ont la même grandeur, ils ont des directions différentes. Donc, j'ai un module de vitesse qui est constant. Donc, module de V est constant. Mais la vitesse change de direction constamment. Donc, on ne peut pas dire que delta V est nul. Hein? Donc, delta V, c'est toujours VF moins VI. Étant donné que VF et VI n'ont pas la même direction, ça implique quoi, nécessairement? Ça implique une accélération. Et là, il faut se questionner. OK, l'objet accélère, mais le module de sa vitesse est toujours le même. Comment c'est possible qu'un objet accélère, mais que son module de vitesse soit toujours constant? La seule façon d'avoir une accélération qui ne modifie pas la grandeur de la vitesse, la seule façon, c'est d'avoir une accélération qui est perpendiculaire à la vitesse. Puis comment l'accélération peut être perpendiculaire à la vitesse? Bien, on sait que la vitesse est nécessairement tangente au cercle, donc ça ne me donne aucun choix. L'accélération doit absolument pointer vers le centre du cercle. Si mon accélération pointe vers le centre du cercle, nécessairement, elle va être perpendiculaire à la vitesse, donc elle ne pourra pas affecter la grandeur de la vitesse. Pensez au mouvement du projectile. Il n'y a pas d'accélération en x. C'est pour ça que la vitesse en x est toujours la même. Premièrement, cette accélération-là, on lui donne le nom d'accélération centripète. Centripète veut simplement dire qui tend vers le centre. Donc, une accélération qui tend ou qui pointe toujours vers le centre de la trajectoire. Donc, centripète. Puis, c'est impossible. On ne peut pas avoir une accélération centripète qui pointe vers l'extérieur. On peut déterminer que l'accélération centripète, ici, a une valeur qui est fixe, qui dépend de la vitesse, qui dépend du module de la vitesse de l'objet. Donc, plus l'objet tourne rapidement, donc plus la vitesse est grande, plus l'accélération centripète devrait être grande pour pouvoir garder le même rayon de trajectoire. Parce que ce que je n'ai pas dit ici, c'est que tout ça, c'est important de définir le rayon. L'accélération centripète se calcule avec la formule suivante. Okay, donc, c'est assez simple. V carré sur R. Vous prenez le module de la vitesse au carré, on divise ça par le rayon, puis on va avoir l'accélération centripète nécessaire pour que l'objet puisse demeurer sur sa trajectoire circulaire. Étant donné que l'accélération est centripète, pointe vers le centre, mais vectoriellement, AC sera un vecteur en direction contraire de UR, donc négatif en UR, dont la norme vaut V carré sur R. Donc le vecteur AC, c'est le vecteur moins V carré sur R, UR. Deux petites formules qu'on peut se donner aussi avant de terminer le MCU. Si notre objet tourne à vitesse constante, module de vitesse constante, autour d'un cercle de rayon R, on peut s'attendre à ce que la durée d'un tour complet soit toujours la même. On parle de période. Okay? La période, c'est le temps que l'objet prend pour faire un tour complet. Puis, comment calculer la période? La période, c'est un temps. Pour avoir un temps, je divise la distance parcourue pour faire un tour, qui correspond ici à 2πr, par la vitesse. Donc, je vais avoir des mètres par mètre par seconde, ce qui me donne des secondes à la fin. Donc, la formule 2πr sur V me donne la période de rotation. Puis, qui dit période dit fréquence. Donc, la période me donne le temps pour une rotation, mais je peux aussi trouver la fréquence, le nombre de rotations par seconde. Donc, un est l'inverse de l'autre. La fréquence de rotation, c'est 1 sur la période, donc V sur 2πr.
Maintenant, le mouvement circulaire non uniforme. Donc, il y a beaucoup de liens à faire avec le mouvement circulaire uniforme. Bon, la différence, c'est qu'il est non uniforme, mais ça reste un mouvement circulaire. Donc, j'ai encore une trajectoire circulaire, rayon R. La différence, c'est qu'en deux positions, situation initiale, situation finale, on a un mouvement de rotation, mais cette fois-ci, la non-uniformité se fait ressentir pour le module de la vitesse. Donc, le module de la vitesse doit changer. Donc, par exemple, ici, on pourrait avoir une situation où j'ai une vitesse initiale, puis une vitesse finale. Puis là, on voit clairement, ce que je veux illustrer ici, c'est que le module est clairement différent. Donc, ma vitesse initiale est beaucoup plus élevée que ma vitesse finale. Donc, la direction change, comme pour le mouvement circulaire uniforme, mais aussi le module. Donc, comment est-ce que le module de la vitesse peut changer? Ben, c'est assez simple, c'est qu'on doit avoir une composante d'accélération qui est tangentielle. Donc, l'exemple que je peux vous donner ici, c'est vous êtes en voiture, vous prenez une sortie d'autoroute. Donc, généralement, les sorties d'autoroute sont des trajectoires presque circulaires. Et puis, vous décélérez. Donc, vous décélérez. En décélérant, ben, votre vitesse, votre module va diminuer, même si vous tournez. Okay? Donc, dans ce cas-ci, l'exemple que j'ai là, ça pourrait être exactement ça. Vous prenez la sortie d'autoroute ATI, et puis vous appuyez sur les freins en tournant, puis vous arrivez sur la route à une vitesse qui n'est pas trop grande. Si on regarde chacun des temps ici, il reste que même si le mouvement circulaire est non uniforme, AC est toujours égal à V carré sur R. Mais la différence, c'est que l'accélération centripète va varier. Donc au départ, je prendrai VI, à la fin, je prendrai VF. Si je veux les illustrer sur mon dessin, puis là, il faut que je me laisse à cette place, mais étant donné que VI a un plus grand module que VF, l'accélération centripète initiale devrait être plus grande que la finale. Hein? Puis c'est comme le carré de la vitesse. Donc, il devrait y avoir de quoi qui est vraiment petit ici pour AC au final. Donc, je vais avoir ACI et ACF. Bon, dans tous les temps, l'accélération centripète est toujours perpendiculaire à la vitesse. Mais à cette accélération-là, je dois rajouter l'accélération qui fait en sorte que mon module de vitesse est en train de changer. Dans l'exemple que j'ai ici, si mon module de vitesse diminue, c'est parce que je décélère ou encore que j'accélère dans le sens contraire du mouvement. Donc, je vais nommer Aθ l'accélération tangentielle qui fera en sorte que la vitesse va diminuer. Puis, on pourrait supposer que lors de mon freinage, je vais générer une accélération tangentielle qui est constante. Donc, je pourrais me retrouver à la fin avec la même accélération tangentielle, donc la même grandeur. Là, ce que je viens de trouver, c'est mes deux composantes d'accélération. Donc, j'en ai une qui est selon le rayon, donc selon UR, puis j'en ai une qui est selon Uθ. Mais l'accélération qui va être ressentie par, si c'est encore vous qui conduisez l'automobile sur une sortie d'autoroute, l'accélération qui va être ressentie, ça se trouve être la somme de ces deux composantes-là. Donc, par exemple, au départ, je vais avoir une accélération AI, qui sera l'accélération dont les composantes sont AC et Aθ. Et à la fin, je vais avoir mon AF, qui lui aussi sera le résultat ou la somme des composantes de ACF et de Aθ. Donc, ça peut peut-être avoir l'air bien compliqué, mais si on utilise les vecteurs unitaires UR et Uθ, ça va très bien. On sait que l'accélération centripète se calcule comme V carré sur R, ça ne change pas. Okay? Donc, ça dépend de la vitesse instantanée au temps où je m'intéresse au mouvement. L'accélération tangentielle, elle, se calcule comme pour un mouvement rectiligne. Si on prend le cercle, on le coupe, puis on en fait une ligne, le mouvement, finalement, c'est un mouvement circulaire, mais c'est un peu comme un mouvement rectiligne qui est courbé sur un cercle. Donc, si je regarde le mouvement dans le sens de l'angle θ ou dans le sens
dans le sens tangentiel, mais je vais avoir la même physique qu'un mouvement rectiligne sur l'axe des X. Donc, mon accélération en θ, elle se calcule de la même façon qu'on a vu dans un mouvement rectiligne. Je vais prendre delta V sur delta t. Là, je vais prendre les normes. Donc, dans mon exemple, ici, j'ai un VI qui est plus grand que mon VF. Donc, j'aurai un Aθ qui est négatif. Un Aθ négatif voudrait dire qu'il est dans le sens contraire du mouvement. Donc, je peux, comme j'ai dessiné ici, je peux l'orienter dans le sens contraire de la vitesse. Maintenant, si je veux l'exprimer en fonction de Uθ, bien, j'ai juste à regarder est-ce qu'il est dans le sens de Uθ ou dans le sens contraire. Puis c'est là que je vais savoir si je mets un moins ou un plus dans ma composante. Donc voilà, ce que ça rajoute, c'est une composante tangentielle sur l'accélération. La composante radiale est la même. Là, attention, un gros attention. Quand vous calculez delta V sur delta R, cette réponse-là peut être autant positive que négative. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est toujours de prendre delta V sur delta T en valeur absolue. Okay? Prenez-la en valeur absolue. Puis pour ce qui est du signe, vous allez mettre ici, parce que ça peut être un plus ou un moins. Ça dépend si on est dans le sens de UR ou dans le sens contraire de UR. Okay, donc, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Parce que on ne peut pas mettre un. Là, j'ai mis un plus, mais il y a 50% de chance que ce soit un moins. Parce que dépendamment du sens de rotation, du sens de la vitesse, si je tourne dans le sens horaire ou anti-horaire, pour les mêmes situations, là, ben, je vais changer complètement mon orientation par rapport à Uθ. Donc, faites attention, soyez vigilants. Orientez le vecteur Aθ dépendamment de UR. Okay? Puis après, là, l'accélération, elle se traite comme n'importe quel vecteur. Si vous avez trouvé les composantes centripètes et tangentielles, bien, vous pouvez trouver la, la norme du vecteur accélération en utilisant la relation de Pythagore. C'est aussi possible de trouver un angle entre l'accélération et le rayon du cercle. Si vous connaissez chacune des composantes Aθ et AC, il suffit de faire un tangente moins 1. Okay, donc ça se comporte de la même façon que n'importe quel vecteur.